donc les quelques personnes qui sont ici en présentiel et les très nombreuses personnes qui sont sur Zoom. Bienvenue donc à cette séance du séminaire Culture et religion dans les pays anglophones qui porte donc sur le puritanisme, réflexion historiographique et littéraire sur le puritanisme. Nous allons donc commencer par une première intervention, donc des réflexions sur l'historiographie du puritanisme anglais avec Aude de Mezrach-Zanetti, qui est maître de conférence à l'Université de Lille et membre junior de l'Institut universitaire de France, ainsi que Claire Guérert-Grafeuil, qui est maître de conférence HDR à l'Université de Rouen. Nos deux collègues travaillent toutes deux sur, alors pour l'une, le XVIe siècle plutôt, Aude de Mezrach-Zanetti, pour l'autre, plus sur le XVIIe siècle, mais toutes deux sont spécialistes d'histoire religieuse. Et donc, nous sommes très, très heureux de les entendre donc, dans cette communication conjointe sur l'historiographie du puritanisme anglais. Et je leur laisse donc la parole. Merci Rémi pour ta gentille introduction. Merci beaucoup. Merci beaucoup de nous avoir invités à présenter ce travail. Donc, pour le situer, contacté en mai par Études anglaises et dans une sorte d'élan d'un enthousiasme puritain, peut-être, j'ai même suggéré d'écrire un article sur l'historiographie du puritanisme pour donner aux agrégatifs et aux agrégatives les clés pour situer les approches auxquelles ils seront confrontés dans leur lecture. Quelle idée. Claire Guérard-Grafeuil, cependant, a eu la gentillesse, l'audace, le courage d'accepter de faire cet article avec moi, d'autant plus que nous ne sommes pas vraiment spécialistes de la question du puritanisme. Donc, que les collègues qui repéreraient des choses à redire, n'hésitent pas à le dire, on pourra corriger ça avant la publication de cet article. Donc, rendre compte des ouvrages pertinents pour aborder l'émergence et la transformation du puritanisme de 1559 à 1642, qui est le titre de notre sujet d'agrégation, exige de croiser l'historiographie de la réforme anglaise sous les Tudors et l'historiographie des règnes des premiers Stuarts et l'historiographie de la guerre civile anglaise. À cela s'ajoute l'immense bibliographie consacrée aux puritains et au puritanisme. En leur temps, les puritains étaient vus par les uns comme des protestants modèles et des défenseurs de la vraie religion réformée, par les autres comme des aiguillons douloureux dans les flancs de l'Église établie, ou encore comme une dangereuse faction qui menaçait l'unité nationale. Les puritains ont été convoqués par les historiens et quelques historiennes. On remarque un très grand déséquilibre dans le genre des historiens qui travaillent sur ces questions, pour expliquer l'avènement de la monarchie parlementaire anglaise, de la démocratie britannique, le développement de la bourgeoisie et du capitalisme, mais aussi l'émergence de la conception moderne de l'individu. Ils ont été tantôt décriés pour la nature oppressive de leurs pratiques religieuses et sociales, tantôt admirés pour leur piété et leur aspiration à transformer le monde. Au fond, leur rôle dans l'histoire, du succès de la réforme au XVIe siècle à l'effondrement de la monarchie au XVIIe siècle, a fait l'objet de lectures très diverses, souvent antagonistes et incompatibles entre elles. Ce sont ces histoires plurielles d'un mouvement difficile à cerner et à définir dans ses spécificités que nous vous proposons d'explorer aujourd'hui. Je vais commencer par quelques remarques rapides sur la terminologie. Comme bien d'autres expressions qui définissent un groupe ou un type d'individu, le mot puritain est, vous le savez bien sûr, une insulte au départ, qui trouve son origine dans les textes polémiques catholiques des années 1560, avant de se répandre largement à partir des années 1580 et 90. Mais c'est loin d'être le seul terme employé. Non, c'est... Donc, c'est loin d'être le seul terme utilisé. Et les étudiants, vous trouverez de nombreuses expressions. Je vous en donne quelques-unes ici. Precise men, precisions, disciplinarians, English Genevans ou pretended reformers.
Donc, vous trouverez beaucoup de travaux Collinson, dans l'article qu'il a fait pour le Companion on Puritanism, en parle beaucoup. Cette exigence de réforme, de pureté, incite certains puritains à vouloir séparer les élus du reste de la population, ce qui leur vaut d'être traités de factieux, factious ou vainglorious, orgueilleux. Ceux qui aspirent à quitter l'Église établie en formant des petites communautés de saints visibles sont traités de sectaires. On trouve les mots donatistes, ariens, cathares, albigeois et anabaptistes. Autant de termes qui parlent de schismatiques ou d'hérétiques des débuts de la chrétienté, puis même du XVIe siècle. Le désir des puritains de réformer le comportement de leurs voisins crée immanquablement des tensions qui ont alimenté nombre d'œuvres satiriques, de pamphlets, de pièces de théâtre, et fait du puritain l'un des personnages les plus emblématiques de la littérature de la période moderne. Vous pouvez penser à Malvolio dans Twelfth Night de Shakespeare, mais surtout le très bien nommé Zeal of the Land Busy dans Bartholomew Fair de Ben Jonson. William Hunt, dont j'ai mis la citation sur la slide, résume cela avec une formule lapidaire. A Puritan who minds his own business is a contradiction in terms. Le stéréotype du puritain rabat-joie est assurément devenu un classique du dessin de presse et l'objet de l'humour des Britanniques comme des Américains. Le terme puritain est ainsi problématique. C'est une désignation non seulement hostile, mais aussi vague et à géométrie variable, renvoyant à des réalités différentes selon les individus et le contexte. Certes, quelques puritains vont adopter le mot puritain, mais la plupart vont s'en distancier. Mais quand ils parlent d'eux-mêmes, les puritains utilisent un certain nombre de mots. Ils utilisent des mots qui mettent en valeur leur foi active, voire l'état de grâce de ceux qui partagent leur sensibilité. On trouve professors, donc à comprendre comme ceux qui professent la vraie foi. Professors. Children of God, professors of truth, true Protestants, the elect, et surtout le mot que vous avez bien sûr croisé déjà, the godly. Des exemples, j'ai mis aussi des exemples qu'on trouve dans le journal de Mary of Wellington, qui est un livre que je vous recommande vivement, qui utilise profusion d'exemples de ce type. Pour parler des puritains, les historiens ont aussi utilisé des expressions variées, du hotter sort of Protestant, expression qu'affectionne Collinson en particulier, et qu'il emprunte au jésuite Robert Parsons, qui est bien sûr reprise par Winship dans son livre de 2018. Les mots saints et godly ont aussi eu leur moment de gloire dans l'historiographie. Mais finalement, c'est le mot puritain qui continue de s'imposer malgré ses difficultés, malgré les limites qu'on lui trouve. Voilà quelques exemples de titres récents. Ah, ça s'est mis automatiquement, ça passe très vite. Quelques exemples de titres récents qui utilisent encore le mot puritanism, ou puritain. Donc, si le problème de la terminologie se pose pour les puritains, elle se pose au moins autant pour leurs adversaires et peut-être plus. Comment parler de ceux qui ne souhaitent pas activement réformer l'Église d'Angleterre? On les appelait autrefois les anglicans. Ce terme est maintenant un petit peu critiqué et il reste utilisé, mais un certain nombre d'historiens refusent de l'utiliser pour parler de la période qui précède 1650. Donc, pour toute la période couverte par le programme, en général, il est plutôt évité. On le remplace par un certain nombre d'autres expressions, comme conformists. On trouve aussi l'adjectif high church pour parler de ces protestants, ou churchman, mainstream protestant, conformable protestant, etc. À partir des années 1590, on nomme ceux qui défendent activement le règlement élisabétain avant-garde conformist. Donc ça, c'est une expression de Triac, reprise par Lake aussi. Et on parle aussi de anti-Calvinists, voire un peu plus tard, dans les années 1620, Arminians, 1610-1620 Arminians, puis ensuite Laudians. Donc vous voyez, il y a une grande diversité de vocabulaire et qui en fait reflète des tensions au sein de l'historiographie, j'y reviendrai un peu plus tard. Deuxième aspect essentiel qu'il faut comprendre, c'est que le puritanisme est quelque chose de contextuel. À y regarder de plus près, la notion de puritanisme recouvre des réalités très variables, du début du règne d'Élisabeth à la veille de la guerre civile.
Donc, si certains historiens comme Gunther ou Winship trouvent les origines du puritanisme dans les années 1550, en général, on considère que ça commence dans les années 1560. Et dans ce contexte, vous voyez, les premiers puritains vont critiquer la liturgie du Book of Common Prayer. Ils refusent de porter le surplis, ce qui donne lieu en 1566, comme vous le savez, à une confrontation entre les puritains et la reine par l'intermédiaire de l'archevêque Parker, puis à la démission d'une quarantaine de pasteurs de Londres. Donc, ces puritains-là, on va facilement les appeler non-conformists. Ils refusent de se conformer aux règles du Book of Common Prayer, en tout cas en ce qui concerne les vêtements liturgiques. Le refus catégorique opposé par la reine, toute évolution sur ces questions liturgiques, conduit certains protestants militants à remettre en cause la structure même de l'Église et, bien sûr, à demander l'abolition de l'épiscopat au profit d'une organisation en synode. Ils sont alors qualifiés de presbytériens. Ils présentent des projets de loi au Parlement pour réformer l'Église dans les années 1570-1580. Et ce sont souvent ces mêmes puritains qui mettent sur place des groupes d'études bibliques à l'échelle de plusieurs paroisses qu'on appelle Exercises in Prophesying, où John Field, qui est un des auteurs de l'admonition au Parlement, crée un système de classes qui préfigure une église synodale où les puritains se regroupent pour discuter de textes religieux. Quand Whitgift remplace Grindal, il impose, comme archevêque de Canterbury, il impose au clergé un serment d'approbation du Book of Common Prayer pour débusquer les non-conformistes. Environ 400 ministres refusent de prêter serment. On les appelle les non-jurors. Après les revers politiques, leur revers politique au Parlement, d'autres puritains se replient vraiment sur les paroisses. Ils exercent un ministère prosélyte fondé sur les sermons, ils organisent des jeux. On parlera de cette culture protestante tout à l'heure, cette culture puritaine. Ceux qui acceptent de porter le surplis et de se conformer généralement à la liturgie du Book of Common Prayer sont des puritains conformistes ou des puritains modérés. Les travaux de Collinson ont montré l'existence et l'importance de ce groupe, auparavant invisible, car il participe à des activités qui relèvent de la religion volontaire, voluntary religion, qui sont typiquement puritaines, mais ils ne s'inscrivent pas dans une opposition politique et frontale, comme on a souvent défini le puritanisme. Enfin, il y a quelques communautés éparses à Londres, Norwich et ailleurs qui se forment en églises autonomes. Et là, ce sont des conventicles, ils forment des conventicles, on les appelle les separatists. Donc, selon le contexte, vous voyez, les puritains vont avoir des façons différentes de se comporter et le mot puritain va vouloir dire des choses différentes à différents moments de notre chronologie. Donc, sous le règne de Jacques Ier, toutes ces formes de puritanisme que je viens d'énoncer perdurent et connaissent de nouveaux développements. Les séparatistes quittent l'Angleterre pour les Pays-Bas, puis pour l'Amérique coloniale, et créent ce qu'on appelle Congregationalists ou The Congregational Way. Ensuite, au sein des réseaux puritains radicaux, naissent de nouvelles sensibilités, comme l'antinomianisme dans les années 1630. Avec la mise en place de la politique laudienne et l'activisme des puritains est aiguillonné et renaît de ses cendres et reprend une coloration d'opposition politique. Donc, le puritanisme est contextuel. C'est bien résumé par la citation de Collinson ici. Puritanism was not a thing definable in itself, but one half of a stressful relationship. Ce qui me conduit à dire juste quelques mots sur l'idée du puritanisme comme dialectique et dialogique. Je vous renvoie à deux articles, à l'article de Peter Lake qui est sur la présentation PowerPoint et à quelques passages de William Hunt qui expliquent ça très bien. En fait, les puritains existent dans la relation dialectique avec les non-puritains, les anti-puritains. C'est vraiment un dialogue et une dialectique. Tandis que Collinson suggère que le puritanisme est une création des anti-puritains, Peter Lake renverse la perspective et considère que l'anti-puritanisme est une réaction, en fait, aux attitudes qu'il trouve tout de même assez pénibles des puritains. Donc, vous voyez, il y a vraiment toujours cette dialectique, ce dialogue et cette dialectique qui forme l'autre. En fait, l'un et l'autre se renforcent et se forment mutuellement. Nous passons à la deuxième partie.
Très bien. Donc, je repars de ce que vient de dire Aude pour dire que jusque dans les années, donc là, pour avoir un regard un petit peu plus historique sur l'historiographie, donc les puritains pour interpréter l'histoire. Donc, jusque dans les années 1960, l'historiographie n'a pas toujours tenu compte du caractère contextuel et relatif du puritanisme que Aude vient de décrire. Avant cette date, et les travaux des historiens qu'on appelle les révisionnistes, le puritanisme est le plus souvent perçu comme un mouvement idéologique. Il sert de clé interprétative pour comprendre l'évolution des institutions politiques ainsi que les structures économiques et sociales de l'Angleterre. Ces interprétations, que l'on qualifie parfois de téléologiques, ont pour point commun de postuler, d'une part, que l'histoire du passé permet d'expliquer le présent, et d'autre part, que les événements du passé entretiennent entre eux des liens de cause à effet. Dans la tradition historiographique Whig, donc sur laquelle je vais commencer, les puritains sont considérés comme un mouvement d'opposition politique, surtout sous le règne d'Élisabeth Ier et de Charles Ier. Alors, quelques mots d'abord sur le règne d'Élisabeth, dont on vient de parler brièvement. Dans les années 1570-1580, les puritains tentent d'orienter le règlement élisabétain dans un sens plus calviniste. Ils envoient des pétitions au Parlement et sont actifs également au Parlement, où siègent un certain nombre des leurs. L'historien John Neal considère ainsi que le retour en Angleterre des protestants exilés sous le règne de Marie Tudor correspond au début de ce qu'il appelle l'influence néfaste de la faction puritaine. Selon lui, ce serait le cœur puritain, et cœur CH ou dans le puritain, donc de la Chambre des communes, ce cœur puritain qui aurait contraint la reine Élisabeth à accepter un règlement religieux plus radical qu'elle ne le souhaitait en 1559. L'action politique des puritains se poursuit au Parlement où certains d'entre eux présentent des projets de réforme jusqu'au milieu des années 1580. Ils forment alors quasiment un parti politique, minoritaire certes, mais brillant. Donc, dans l'analyse de Neal, la reine, donc, en résistant à la pression du parti puritain, parvient à garantir la pérennité du règlement modéré de 1559, caractéristique de l'essence de ce qu'il appelle l'anglicanisme. Et donc là, le terme avant 1960 est couramment utilisé. Toujours selon la tradition historiographique Whig, les puritains, donc là je passe au règne de Charles Ier, seraient au centre d'un conflit religieux entre d'une part une hiérarchie anglicane persécutrice et crypto-catholique, et d'autre part un puritanisme calviniste et discipliné. Donc là, on passe sous le règne de Jacques et de Charles. La seule issue possible de ce conflit est la guerre civile, toujours selon ces historiens. Et c'est dans ce sens que l'historien Gardiner, de la fin du 19e siècle, parle de « High Road to the Civil War ». Cette vision positive du puritanisme comme mouvement politique, donc aussi bien sous Élisabeth, dénigre finalement les puritains à la politique de la reine Élisabeth, autant pour la période, surtout à partir des années 1620, les puritains, pour ces historiens Whig, vont devenir un courant positif. Donc c'est là qu'il y a une petite subtilité. Comme mouvement politique d'opposition à la tyrannie, ne s'est imposée que progressivement. Elle ne prévaut ni à la Restauration, donc après 1660, ni au XVIIIe siècle, ni même au début du XIXe siècle. La représentation qui domine alors est celle du puritain vulgaire fanatique et extrémiste politique. Donc, cette image est en particulier véhiculée l'histoire de Edward Hyde et de David Hume, qui font des histoires, donc, qui écrivent des histoires de la Révolution, des histoires d'Angleterre, qui évidemment parlent de ce passage important. Est-ce que vous pouvez un retour, vous voulez bien? Je suis surtout inspiré d'un bouquin. Pas tout faire, quoi. Est-ce que vous pourriez écouter votre micro? Ça serait extrêmement utile.
Il me semble que c'est le micro de Jean-Michel Ivard qui est resté ouvert. Jean-Michel Ivard. Ah, je suis désolé. Où est-ce que j'appuie? Ça va aller, ça va. Est-ce que là, ça fonctionne toujours ou pas? Oui, vous vous entendez. J'ai essayé de le déconnecter. Alors, attendez, je ne sais pas trop où aller. En bas à gauche de votre écran, vous devriez voir un petit micro. Normalement. Ah oui, en bas, oui, d'accord, très bien. Vous activez aussi, ça. Voilà. Vous êtes muet maintenant, Jean-Michel. Peut-être, Jean-Michel, si je peux pour essayer de... de la vidéo ici, ça devrait être là. Voilà. Ici, on va pouvoir voir mieux. Il y a également le micro de Arnaud Hugues. Merci. Merci. Merci à ceux qui nous aident à... Voilà, merci. Bien. Donc, j'en reviens à la vision donc, positive du puritanisme qui apparaît surtout vers le milieu du 19e siècle, mais on a un exemple un peu plus précoce sous la plume donc de Thomas Babington Macaulay, qui considère que les puritains ont victorieusement combattu la tyrannie du roi et de l'Église. Et sous la plume de Macaulay, comme de Carlyle et comme de Gardiner, les puritains deviennent de véritables héros nationaux. Donc, normalement, il y a une citation voilà, de Macaulay, dans laquelle vous retrouverez justement cette notion de vulgar fanatics, vous voyez, qui est en fait effectivement une image qui perdure hein, très largement encore au XIXe siècle. Le philosophe écossais Thomas Carlyle poursuit cette réhabilitation. Il forge l'expression de Puritan Revolt, mais fait des puritains et de Cromwell les agents de la Providence plutôt que les défenseurs des libertés constitutionnelles. Mais c'est Samuel Rawson Gardiner, donc dans The History of the Great Civil War, qui met véritablement en lumière le rôle décisif des puritains dans la conquête des libertés constitutionnelles. L'historien, influencé par Darwin, cherche à montrer que la Constitution britannique représente la perfection de l'évolution politique et le résultat d'un long processus dans lequel le puritanisme a joué un rôle moteur. Alors, ceux qui ont aussi parlé du puritanisme dans un sens, on va dire, téléologique, ce sont aussi les historiens marxistes. Le principal historien marxiste pour notre période et pour le puritanisme est Christopher Hill. D'un livre à l'autre, Hill attribue aux puritains un rôle révolutionnaire. Mais ce rôle ne se décline plus en termes théologico-politiques, mais en termes socio-économiques. Pour Hill, c'est en tant que membre de la classe moyenne émergente que les puritains sont moteurs de progrès et des acteurs primordiaux de la Révolution anglaise. Une révolution bourgeoise qui, selon lui, ouvre la voie à une économie capitaliste. Du côté des historiens de la société non marxiste, on s'interroge aussi de près sur le rôle de la gentry dans la Révolution puritaine. Pour Tony, socialiste chrétien influencé par Max Weber, le conflit entre la gentry, qui compte de nombreux puritains dans ses rangs, et d'autre part la nobility, a priori moins puritaine, serait une des causes de la Révolution anglaise. L'historien Lawrence Stone a cherché à documenter cette thèse et l'essor de la gentry, mais ces analyses ont été critiquées à leur tour par l'historien Trevor Roper, également très sceptique à l'égard des travaux de Hill et de Tony. Donc, à leur tour, ces analyses ont été contestées ou fortement nuancées par des études de cas, par exemple celles de Wrightson, Everett, Morrill ou Hills, dont vous avez ici quelques exemples, qui soulignent combien les conditions socio-économiques de la gentry et de la nobility varient selon les régions, voire selon les villes et les villages. De la même façon, ils montrent un lien entre sensibilité puritaine et appartenance. Ils montrent que le lien, entre sensibilité puritaine et appartenance sociale est beaucoup plus complexe que ne l'avaient suggéré les premières études sociales du puritanisme. Donc, je vais dire quelques mots sur le puritanisme comme courant interne de l'Église d'Angleterre. Donc, brièvement, je vais évoquer l'historiographie de la Réforme elle-même.
Donc, jusque dans les années 1970, les historiens ont considéré que la réforme était une forme de progrès, une réponse à l'impopularité de l'Église catholique. Les idées protestantes de sola fide, sola scriptura, sola gratia, diffusées efficacement par l'imprimé et les sermons, se répandent facilement et convertissent une population prête et prompte à abandonner les superstitions d'une Église qu'ils jugeaient corrompue. Donc ça, c'est ce récit progressiste, cette historiographie traditionnelle. Le dernier représentant de ce courant est A.G. Dickens, qui a écrit un livre tout à fait remarquable, The English Reformation. Mais pour lui, la réforme anglaise s'arrête en 1559. À partir de 1559, ça y est, les Anglais sont protestants. Cette vision optimiste, progressiste est fortement nuancée à partir de 1975 par des études régionales approfondies et la mobilisation de sources jusqu'à présent inexploitées. On révèle des fortes nuances géographiques et le caractère partiel et inachevé de l'évolution confessionnelle des Anglais. Ils ne sont pas tous protestants en 1559, semble-t-il. Ce courant est en général appelé le révisionnisme. Il s'agit en fait plus d'un moment historiographique que d'une école historiographique. Donc, plusieurs ouvrages ont profondément bouleversé la façon dont on comprend la réforme en Angleterre. Le premier, peut-être 1984, Scaris's Brick, The Reformation and the English People, ça ne va pas forcément parfaitement ensemble, commence par cette phrase. English men and women did not want the Reformation, and most of them were slow to accept it when it came. De même, Christopher Haig met l'accent sur les causes contingentes de la rupture avec Rome et sur le caractère politique et étatique des réformes qui se succèdent. Comme le souligne le titre de son ouvrage emblématique de 1993, English Reformations, on est loin de The English Reformation du récit traditionnel. La dernière phrase de son livre est constituée de deux mots, Some Reformations, et illustre la remise en cause du grand récit national. La troisième figure emblématique de ce moment historiographique est Eamon Duffy, qui démontre l'attachement de la population à la foi traditionnelle et souligne les limites d'une réforme qui, en se voulant une révolution culturelle, pour lui, a détruit les repères traditionnels sans convertir les cœurs. Les Anglais sont laissés sans religion. Donc, je souhaite attirer votre attention sur un certain paradoxe. Cette perspective révisionniste qui conteste la lecture dominante protestante des historiens précédents est souvent présentée comme une interprétation catholicisante de la réforme. Mais en fait, parce que la raison, c'est le changement religieux n'est pas adopté avec enthousiasme, la conversion des Anglais est laborieuse, difficile, c'est l'œuvre de ministres éduqués, dévots, prosélytes. Le succès de la réforme est relatif. Voilà. Mais force est de constater que ces historiens révisionnistes endossent en fait la vision puritaine d'une réforme inachevée et imparfaite. Ils endossent aussi, c'est particulièrement clair chez Haig, l'idée que les godly, Haig n'utilise jamais le mot puritain, toujours godly, que les godly sont les seuls véritables protestants à la fin du XVIe siècle. Haig a beaucoup mobilisé ses sources puritaines et il reprend les catégories de George Gifford et de Arthur Dent quand il explore les archives des cours ecclésiastiques en 2007 pour comprendre qui sont les puritains et les anti-puritains. Donc, l'historien qui a cependant le plus renouvelé notre compréhension du puritanisme est Patrick Collinson. C'est un élève de Neale, dont Claire a parlé tout à l'heure, et il a consacré une thèse, puis toute une carrière à l'étude des puritains, une carrière très productive. Il a remis en cause la lecture traditionnelle. D'une part, il récuse la vision politique du puritanisme, ceux qui voyaient les puritains comme un mouvement d'opposition politique, comme une minorité radicale, et il rejette la dichotomie puritain-anglican. En fait, Collinson, au cours de sa carrière, montre que l'on trouve des protestants zélés à tous les niveaux de la hiérarchie ecclésiastique. Les puritains ne sont pas en dehors de l'Église, ils sont dans l'Église, ils sont l'Église.
Ils sont soutenus par les membres de l'élite politique, le comte de Leicester, Sir Francis Walsingham également. Il ajoute, les puritains ne sont pas radicalement différents des autres protestants. Les puritains sont le cœur battant de l'Église d'Angleterre, la branche militante, ceux qui prennent la foi au sérieux, ceux qui cherchent à convertir les Anglais. En bref, ils sont the hotter sort of Protestants. Donc pour lui, comme pour les révisionnistes, c'est sous le règne d'Élisabeth que l'Angleterre a été protestantisée. Ça commence en 59, ça ne s'arrête, c'est pas accompli. Et la réforme est un tel succès qu'au début du XVIIe siècle, il considère que le puritanisme est l'incarnation même du vrai protestantisme anglais. Vous avez la citation. We may consider Puritanism as embodying the mainstream of English Protestantism. Il s'agit bien d'une inversion du récit traditionnel. Certains historiens ont suivi Collinson en relativisant fortement l'idée d'une spécificité puritaine. Nicholas Styack, en particulier, a montré que dans des années 1570 aux années 1620, puritains et conformistes sont théologiquement calvinistes. Il décrit un pays uni dans la foi, dont les élites éduquées adhèrent tous à la double prédestination. Il rejette, comme Collinson, l'opposition binaire entre anglicans et puritains. Il avance cette thèse qu'on appelle le consensus calviniste, qui unirait les protestants du royaume contre le papisme. Bien, alors l'autre, donc ça c'est le révisionnisme qui concerne la réforme, on va dire, et jusqu'à un petit peu plus loin. Et maintenant, je voudrais vous parler d'un autre courant révisionniste qui concerne les historiens qui s'intéressent à la Révolution anglaise et aux causes de la Révolution anglaise. Donc, dans les années 1970, donc c'est à peu près la même chronologie pour la réforme, des historiens dits révisionnistes, notamment John Morrill et Conrad Russell, ont explicitement rejeté les versions Whig ou marxistes de l'histoire des causes de la Révolution anglaise, des interprétations qu'ils jugent déterministes, partisanes et présentéistes. De leur point de vue, alors ça n'est pas non plus une école, mais le point de vue est quand même très explicité. De leur point de vue, la guerre civile est accidentelle, contingente. Elle n'est pas l'œuvre de puritains révolutionnaires, mais résulterait plutôt des circonstances et des faiblesses administratives et financières de l'État. Donc, le conflit religieux, que ces historiens révisionnistes prennent soin de dissocier du conflit politique, est tout aussi contingent. Ce seraient les innovations religieuses de Laud, de l'archevêque de Canterbury, William Laud, dans les années 1630, qui auraient suscité la résistance des puritains et rompu le consensus calviniste. Dans cette interprétation, les puritains se trouvent du côté donc de la contre-révolution, tandis que les partisans de Laud et de Charles Ier seraient les vrais révolutionnaires. Pour John Morrill, qui revendique cette lecture révisionniste, l'Angleterre des années 1640 est en fait le théâtre de la dernière des guerres de religion européennes, une guerre différée par rapport aux conflits qui ont eu lieu sur le continent. Morrill estime également que l'effondrement de l'Église d'Angleterre au début des années 1640 n'est pas le résultat d'un complot ourdi de longue date par les puritains, mais bien plutôt le résultat de la rupture de l'équilibre élisabétain. L'Angleterre, écrit-il, a aussi sa Reformation Crisis, c'est la fin de la citation qui est à l'écran. Non sans paradoxe, l'historien dans The Cambridge Companion to English Puritanism va jusqu'à réhabiliter la notion de révolution puritaine. Sous sa plume, l'expression forgée par Gardiner ne désigne plus le projet révolutionnaire puritain, ni même le résultat, à savoir l'échec de la révolution, mais plutôt le processus de réforme enclenché en 1640. Je cite Morrill, « It has to describe a process, not an outcome ». En parlant de crise de la réforme, de guerre de religion ou même de révolution puritaine, John Morrill montre tout l'intérêt qui existe à étudier les conflits religieux pour eux-mêmes et en contexte, et non uniquement pour servir une certaine vision de l'histoire, une vision, vous l'avez compris, téléologique. Alors, passer maintenant à la remise en cause de ces
révisionniste quand on aura retrouvé la main sur le PowerPoint. Est-ce que tu crois qu'on peut avancer sur les slides ou pas trop? Ah, c'est toi. Oui. Donc oui, je vais revenir un petit peu sur vous savez, là, ce que je viens d'expliquer, le consensus calviniste. Cette notion du consensus calviniste avancée par Trayac, qui est totalement, on va dire, cohérent avec l'approche de Collinson. Donc, dans la fin des années 70, début des années 80, ce consensus calviniste commence à être adopté assez largement, mais suscite une polémique d'une virulence assez impressionnante. Donc, entre 1983 et 87, il y a un certain nombre d'articles qui se succèdent, notamment dans la revue Past and Present. Donc, vous aurez les noms sur la slide tout à l'heure, mais en fait, c'est principalement mené par Peter White, qui émet 4 critiques à l'égard de cette thèse du consensus calviniste. Donc, pour lui, cette thèse, d'abord, ne prend pas suffisamment en compte le pluralisme théologique sur la doctrine de la prédestination. Les réponses aux questions que suscite la prédestination ne sont pas uniformes parmi les Anglais. Quand Dieu a-t-il choisi ses élus, avant ou après la chute? Peut-on perdre son statut d'élu? Et peut-on l'infléchir? Est-ce que les bonnes œuvres, les bonnes actions, enfin le comportement, la sanctification, peut infléchir le statut d'élu? Donc en fait, la réponse calviniste, elle est claire, elle est déterminée, mais au sein de l'Église d'Angleterre, on trouve plusieurs réponses à ces questions. Peter White remet également en cause la vision collinsonienne d'un puritanisme entièrement dilué dans l'Église d'Angleterre au tournant du XVIIe siècle. Il trouve que c'est fortement exagéré de dire que le puritanisme, c'est le cœur de l'Église d'Angleterre jusqu'à la fin du XVIe siècle. Enfin, il récuse le caractère radical et l'idée de la nouveauté de l'arminianisme, ce que vient d'expliquer Claire, avec l'idée que c'est les Laudiens qui sont les révolutionnaires, vous voyez, qui apportent une nouvelle idée. Pour lui, il y a des idées de ce type, juste qu'on retrouve dès les années 1550, 1560, dans la pensée des prélats anglais. Enfin, donc ce ne sont pas les Laudiens qui provoquent la révolution, d'après lui, ce sont vraiment les puritains. Donc on revient à une lecture un petit peu traditionnelle. Bernard va dans le même sens. Donc Trayac et Lamont répondent que leurs critiques se contentent en fait de réhabiliter la lecture conventionnelle. Mais je pense qu'il faut se méfier un petit peu de cette réponse assez à l'emporte-pièce. Finalement, pour vous résumer les choses, le désaccord entre ces historiens porte sur 3 points. L'importance relative à accorder à la prédestination. Pour Trayac, cette doctrine est essentielle pour caractériser l'Église d'Angleterre. Si les gens sont d'accord sur la prédestination, tout le monde est d'accord. En fait, White montre qu'il n'y a pas tout à fait consensus sur la prédestination, mais il y a carrément dissensus sur plein d'autres questions, sur la liturgie, sur l'ecclésiologie. Là, il y a dissensus. Donc, pour lui, on ne peut pas vraiment parler de consensus calviniste. Deuxième cause de désaccord, toujours cette histoire des causes de la guerre civile, les Laudiens ou les puritains. Troisième élément, qu'entend-on par consensus? Et là, la question est vraiment centrale. Combien faut-il de voix qui ne sont pas d'accord avec la majorité pour dire qu'il n'y a plus de consensus? Comment mesurer? Comment compter les choses? Deuxième aspect de ce mot consensus, comment ce consensus se définit-il? Donc, David Como, dont j'ai mis le titre de l'article ici, avance quelque chose de très intéressant qui permet de dépasser ce conflit autour du terme consensus. Il montre qu'au sein du mouvement puritain, des dissensions profondes émergent à partir des années 1610. Donc, même au sein du mouvement puritain, il y a des dissensions sur la théologie. Avant cette date, il dit qu'il existait un consensus négatif. Et je pense que ça aide à un consensus négatif, c'est-à-dire un accord sur ce qui est inacceptable et hétérodoxe. En gros, des accords qui étaient inacceptables. Mais ce consensus négatif était d'autant plus fort qu'il était tacite et presque impensé.
Et j'ai trouvé que ça a aidé à comprendre la situation et à dépasser ce débat sur le conflit. Donc, un autre point de cette critique, en fait, du révisionnisme, parce que c'est ça un petit peu qui nous occupe, quand on passe à la guerre civile. Un certain nombre d'historiens, en particulier donc Anne News et Richard Cust, mais aussi Jacqueline Hills, ont montré que les historiens révisionnistes de la guerre civile avaient tendance à sous-estimer l'imbrication du politique et du religieux, et qu'il était artificiel d'une certaine façon de séparer les deux. Donc, ces approches, à partir des années 1990, ont été nuancées, voire contredites par des historiens qu'on a appelés post-révisionnistes, mais là encore, il ne s'agit pas d'une école, mais plutôt d'une mouvance, donc plus proche de l'histoire culturelle. Ces historiens post-révisionnistes refusent de séparer donc les deux champs, le champ du religieux et le champ du politique, et donc ont à cœur de montrer les interactions entre les deux et même l'imbrication. Et ils ont montré la nécessité donc de réévaluer les activités civiques, politiques, polémiques des puritains, quelque peu délaissées par les défenseurs du consensus calviniste qui s'intéressent à des positions théologiques, mais qui ne s'intéressent pas nécessairement au réseau puritain qui se constitue au niveau local en particulier. Par exemple, pour Jacqueline Hills, c'est donc le troisième livre sur la diapo, qui étudie la famille Harley, il ne fait pas de doute que le ressort principal de l'opposition politique de Robert Harley à la politique de Charles Ier est religieuse. Peter Lake a montré de son côté comment le rejet du papisme, anti-popery, politise les puritains. Ce ne sont pas les seuls anti-catholiques, mais ils en font partie. Sans être hostiles à l'institution monarchique, les puritains attendent du roi qu'il soit un magistrat pieux, a godly magistrate. Et ils estiment de leur devoir donc de dénoncer les dérives crypto-catholiques de l'épiscopat et de la monarchie, en particulier de la cour d'Henriette Marie, la femme française du roi Charles Ier. Enfin, Anne News a rejeté la simple opposition entre consensus et conflit. Elle préfère insister sur la nécessaire exploration des tensions et des contradictions qui marquent le puritanisme sous le règne des deux premiers Stuarts. Pour elle, pour Christopher Durston, pour Jacqueline Hills, le puritanisme n'est pas seulement un mouvement d'opposition à un élément clé du récit national, il est un objet d'étude à part entière, ce qu'il est en fait, par exemple, pour ce qu'il est déjà en réalité depuis les premiers travaux de Patrick Collinson. D'ailleurs, les études de Patrick Collinson sont toujours intégrées aux travaux de Anne News, de Jacqueline Hills, etc. Alors, on passe à une deuxième partie sur l'irréductible altérité des puritains. Et je poursuis en fait sur ce que je viens de dire pour dire que l'élargissement du champ historique à la culture à partir des années 70-80, cet élargissement s'est avéré très fécond pour les historiens du puritanisme qui cherchent à cerner le sentiment d'appartenance qui imprègne la littérature puritaine, cette forme d'entre-soi qui renvoie à une identité collective, que Durston et Hills appellent the Puritan ethos, ou la mentalité puritaine. Ce sont des citations. La vision collinsonienne d'un mouvement puritain interne à l'Église d'Angleterre est ainsi nuancée afin de rendre compte des caractéristiques d'une culture puritaine qu'on ne peut séparer d'une vision spécifique donc de la sotériologie et de la sotériologie réformée et des pratiques pieuses que cette sotériologie induit. Alors, je voudrais vous dire quelques mots sur la réforme des mœurs, donc un programme qui fait partie du programme puritain, et me demander dans quelle mesure c'est une revendication exclusivement puritaine. Donc, l'anxiété suscitée par la quête des signes d'élection et le désir de vivre dans une église de sang visible conduit les puritains à adopter des attitudes individuelles et des pratiques collectives qui les distinguent des protestants moins dévots. Donc, je n'insiste pas sur ces pratiques, jeûne, prophesying, gadding, enfin toutes ces activités qu'on a évoquées et que vous connaissez. Les puritains cherchent en outre à mettre en œuvre des programmes de réforme des mœurs dans leur ville et leur village. Souvent répressifs, ces programmes visent à éradiquer le vice sous toutes ses formes, ivresse,
promiscuité sexuelle, adultère, vagabondage, indigence, fêtes païennes, théâtre et autres pratiques idolâtres. Ce sont ces campagnes moralisatrices qui leur valent la réputation de pourfendeurs des loisirs et des divertissements traditionnels de la Merry Old England. Pour les spécialistes d'histoire sociale, c'était le précédent, c'est bon, qui s'appuient sur les travaux de Hill, en particulier Wrightson, Hunt et Underdown, un tel programme de moralisation de la société exprimerait d'abord une volonté de contrôle social de la part des puritains, globalement identifiés à la gentry et aux classes aisées, rurales et urbaines. La volonté de discipliner la société répondrait à un besoin de différenciation sociale dans un contexte de difficultés économiques ou de pression démographique. L'idée d'une exclusivité puritaine de ces programmes a toutefois été fortement nuancée, car des formes de contrôle social existent depuis le Moyen-Âge en Angleterre et partout en Europe, donc en dehors d'un contexte réformé. Est également mise en avant la dimension religieuse, spécifiquement religieuse du phénomène, qu'on ne saurait réduire à sa dimension socio-économique, comme l'ont par exemple montré Martin Ingram, Margaret Spofford, Margot Todd et aussi Patrick Collinson. En Angleterre, si l'on reconnaît que ces réformes sont d'inspiration protestante, il existe néanmoins une coloration spécifiquement puritaine dans leur mise en œuvre. La volonté de réforme morale des puritains s'ancre dans leur biblicisme et répond à leur désir de suivre à la lettre les commandements vétérotestamentaires. Sanctifier le dimanche, interdire le blasphème, prohiber l'adultère au sens large. Ainsi, la thèse d'un historien, Parker, selon laquelle l'impératif de sanctifier le dimanche ne distinguait pas les puritains des autres protestants, a été nuancé par les travaux de Primus et de Dougal, qui ont montré que les modalités de cette sanctification ne sont pas exactement identiques, donc, du côté puritain et du côté non puritain. Donc, schématiser les choses. Des études locales, notamment celles de Underdown et de Wrightson, déjà cités, ont montré que les programmes de réforme des mœurs, que les puritains appelaient de leur vœu, ont eu pour effet de creuser le fossé entre les puritains et le reste de la population. Plus généralement, comme le montraient Anthony Fletcher et John Stevenson, ces programmes ont polarisé et divisé durablement les communautés. Du point de vue de ceux qui lui sont hostiles, le puritanisme est donc une culture répressive et élitiste, peu ouverte aux aspirations d'une majorité de la population, qui resterait dans son ensemble attachée à une culture plus récréative et plus traditionnelle, associée à l'ancien calendrier liturgique et promue par les proclamations royales donc de 613 et 1633. Pour certains historiens, néanmoins, cette polarisation doit être nuancée. Margaret Spofford et Martin Ingram, en particulier, ont montré que ni les puritains, ni leurs ennemis n'appartiennent à des groupes sociaux homogènes. De fait, les campagnes de moralisation créent des tensions aussi bien entre les différents groupes sociaux qu'à l'intérieur de ces groupes sociaux, donc même parmi les puritains. De ce point de vue, il serait donc assez simplificateur d'opposer une élite zélée et instruite à une multitude irreligieuse. Donc, il y aura encore un argument, mais que je n'ai pas le temps de développer. Pour certains historiens, il existe même une culture puritaine populaire, une culture populaire puritaine. Je vous renvoie aux travaux de Walsham en particulier, exactement. Alors, au-delà de ces pratiques, de cette sociabilité spécifique, de cette façon de vivre sa vie comme un puritain, les historiens ont continué à travailler sur l'idée du puritanisme comme culture religieuse particulière. Voilà. La sensibilité puritaine, vous le savez déjà, repose sur une approche existentielle de la prédestination, que Kendall, en 1979, a appelé « experiential predestinarianism », qui implique une recherche inquiète du salut et des signes d'élection. En fait, à partir du moment où on a la prédestination, il y a deux attitudes possibles. Soit on se dit, bah, puisque c'est décidé à l'avance, il n'y a rien à faire. On attendra et on verra. Ça, c'est les non-puritains. On appelle ça du creedal predestinarianism. On croit à la prédestination, mais après, on ne laisse pas toute notre vie être menée par cette idée de la prédestination. Attaché à cette conception-là, l'idée qu'on ne peut pas savoir qui sont les saints, qui sont les élus.
On ne peut pas le savoir. Vous ne pouvez pas le savoir pour vous-même si vous êtes élu. Surtout, vous ne pouvez pas le savoir pour vos voisins. Donc, ça, c'est le non-puritain, qui accepte la doctrine de la prédestination, mais qui ne la laisse pas gouverner sa vie. Le puritain est un experiential predestinarian, c'est-à-dire qu'il vit la doctrine de la prédestination juste de manière extrêmement intime. Du coup, la question est de savoir, suis-je sauvé ou non? Est-ce que j'appartiens aux élus? Donc, et ça, c'est assez spécifique aux puritains. Cette obsession de chercher les signes d'élection ne se trouve pas de la même manière, même chez les réformés continentaux. On la trouve, mais il y a vraiment une particularité puritaine. En ça, il se distingue aussi, vous voyez, des calvinistes du continent. Donc, dans les sermons, dans les ouvrages de direction spirituelle, de casuistique, comme on dit, que faire dans quel cas, comment réagir dans tel cas, les puritains développent une théologie pratique, practical divinity, dont l'objet est double. À la fois de susciter l'angoisse du salut et d'offrir à ceux que Dieu a choisis les moyens de savoir s'ils sont élus. Donc, vous voyez, le sermon, il sert à créer ce double sentiment. La panique, l'angoisse et une certaine assurance du salut. Donc, cet aspect de la sensibilité puritaine a fait l'objet de pas mal d'études spécifiques, notamment des biographies de ministres puritains. L'autre versant essentielle de la doctrine puritaine est la place accordée à la sanctification, à la vie droite. Alors, vous allez me dire, mais du coup, la prédestination, à quoi ça sert la sanctification? On reste dans une perspective, un système soteriologique de la sola gratia, sola fidei, on est sauvé par la grâce seule. Donc, cette sanctification ne contribue pas au salut, mais elle en est le signe, le fruit d'abord, elle en est d'abord le fruit, on se comporte bien parce qu'on est sauvé, et ensuite, du coup, elle en est le signe, puisque je me comporte bien, c'est que je suis sauvé. Donc, l'importance accordée au salut par les puritains implique des pratiques dévotionnelles particulières que vous connaissez déjà un petit peu, l'examen de conscience ou l'autobiographie spirituelle, où les puritains s'examinent quotidiennement dans leurs progrès, dans les progrès de leur âme, dans la difficile recherche des signes du salut. À ce titre, l'ouvrage de Seaver sur Nehemiah Wallington me semble essentiel. Cependant, les puritains n'ont pas le monopole de ces pratiques introspectives. Beaucoup d'ouvrages ont d'ailleurs étudié les autobiographies protestantes au sens large, et non seulement celles des puritains. Un autre exemple, Alec Wyrie, dans son ouvrage Being Protestant, ne distingue pas particulièrement la dévotion, la piété des puritains de celle des autres protestants anglais, ce qui lui a valu et continue à lui valoir des attaques extrêmement virulentes de Peter Lake, par exemple. On observe la même évolution dans les études qui portent sur la famille puritaine. Autrefois, on a pu avancer l'idée qu'il y avait une spiritualité familiale particulière chez les puritains. L'article de Hale est une bonne référence. Mais on admet désormais que si la famille puritaine se distingue, c'est à peine par une plus grande intensité dans ses pratiques. Donc, ça, c'est l'article de Fletcher. Donc, pourquoi est-ce qu'il est si difficile d'identifier les spécificités puritaines dans les domaines de la piété et de la morale familiale? En fait, il y a deux difficultés. Première difficulté, la fiabilité des sources utilisées. Dans quelle mesure les traités sur le mariage reflètent-ils une réalité puritaine? Pendant une littérature prescriptive, qu'est-ce que ça nous dit réellement de la vie des gens? Donc, première difficulté, vous voyez les sources. Deuxième difficulté, celle qui consiste à définir avec précision l'extension du puritanisme. Qui est puritain, qui ne l'est pas, et qui se situe à la frontière. Nous mène vers notre troisième partie. Donc finalement, il existe une véritable difficulté à définir le puritanisme par rapport au protestantisme pratiqué en Angleterre. Celui-ci se caractérise en effet par un large spectre de sensibilité théologique, par des formes variées de piété, ainsi que par des différentes façons de concevoir la mise en œuvre des préceptes religieux, de concevoir la vie morale. Donc, vous voyez, première ligne, la perspective traditionnelle, 3 blocs, bien identifiables, bien faciles à saisir, les catholiques, les anglicans, les puritains, où il n'y a pas ça ne se recoupe pas. Vous avez compris que les travaux de Collinson, ils ont complètement cassé ça. Et qu'est-ce que Collinson a créé? Un
continuum, protestant anglais, hotter sort of Protestant, voilà, un continuum. Donc, certains se situent, vous voyez, juste avant la flèche, d'autres juste après la flèche, et c'est là que la discussion peut se faire. Mais ça s'emboîte, si vous voulez, il y a un continuum. Pour Collison, cependant, comme vous voyez sur le schéma, il y a une nette fracture entre les puritains et les séparatistes. Les séparatistes sont à part. Les travaux de la génération suivante ont à nouveau nuancé ce schéma et encore plus créé cette perspective de continuum. Je dis rien pour les catholiques, mais ça c'est Walsham qui a montré qu'il y avait des church papers, vous voyez, que le groupe catholique est déjà divisé en 2 groupes. Et ensuite, on a à nouveau considéré que les presbytériens étaient bien dans le continuum des puritains modérés, que les séparatistes pouvaient être conçus comme étant dans le continuum, etc., jusqu'aux Quakers, par exemple. Cette approche a été facilitée par deux types de travaux. D'abord, Peter Lake, qui a identifié les puritains modérés, afin de répondre aux difficultés que posait cette dichotomie puritain-anglican. Et que d'autres, qui écrivent en même temps que Lake, continuent à utiliser, comme on peut penser à Richard Greaves, qui l'attaque aussi avec une grande virulence. Donc, de l'autre côté du spectre, les groupes puritains plus radicaux ont été intégrés sur le continuum et vus comme appartenant à ce spectre désormais très large du puritanisme. Cela s'est fait grâce à 2 évolutions. Première évolution, une approche transatlantique, adoptée tout d'abord par Foster en 91, The Long Argument, et ensuite à d'autres qui vont intégrer puritanisme anglais et puritanisme de la jeune Amérique. Donc, ça a permis de lier les séparatistes anglais aux congrégationalistes américains en étudiant l'émergence de ces groupes dans leur contexte anglais. C'est l'approche notamment adoptée dans les livres très récents de Winship et de David Hall, que je vous ai montré tout à l'heure. Deuxième élément qui a facilité cette conception en spectre, les études consacrées à la mouvance radicale des années 1620 et 1630. Qui ont montré que la sensibilité, par exemple, antinomienne, était née dans le creuset puritain, alors même qu'elle s'en distingue très très nettement. C'est presque le contraire du puritanisme. Mais l'ouvrage de David Como, Blown by the Spirit, a vraiment établi, il cherche à prouver qu'il y a ce lien entre les puritains et les antinomiens. Peter Lake a aussi travaillé, par exemple, sur The Family of Love, et les puritains, l'émergence de ces mouvements radicaux au sein du puritanisme. Donc, ces choix historiographiques, d'un côté l'approche transatlantique, de l'autre l'analyse des groupes marginaux, renforcent la conception d'un puritanisme qui englobe une grande variété d'attitudes, mais qui est fondé sur un socle commun, une sainteté puritaine, Puritan godliness, clairement identifiée à la fois par les puritains et par leurs adversaires. Comme l'a montré Peter Lake dans son article de 93, le désaccord ne porte pas sur ce qui constitue l'identité puritaine, mais sur ce qu'elle veut dire. L'espoir d'un monde plus sain ou la menace du chaos. Vous voyez, tout le monde est d'accord sur ce qu'est un puritain, les puritains et leurs ennemis, mais ils ne sont pas d'accord sur ce que ça veut dire. Il n'en reste pas moins qu'il y a des manières très différentes de définir le puritanisme. Il peut couvrir des parts très variables du spectre. Une définition du puritanisme large va réduire celle du conformisme. Une vision du puritanisme un peu plus étroite va élargir celle du conformisme. Donc, pour illustrer, vous voyez, ceux qui sont dans la flèche, l'encadré jaune, Peter White, Prior, Bernard, ils voient le puritanisme comme vraiment, en gros, les presbytériens radicaux et les séparatistes. Pour eux, tout le reste, c'est du mainstream. Vous voyez que ça a des fortes implications pour savoir où sont les puritains dans l'Église, en dehors de l'Église. Et ça explique, en fait, pour moi, ça explique les conflits. Les conflits historiographiques. Les conflits historiographiques. Ils ne sont pas d'accord sur où on met le spectre. Donc, vous, les agrégatifs, vous êtes sur le spectre marron, comme Collinson et Walsham. Vous, on travaille sur les puritains modérés jusqu'aux presbytériens. Pour nous, c'est ça, les puritains, c'est comme ça qu'a été défini le sujet d'agrégation. Alors, vous voyez, les débats se situent au niveau des frontières. Est-ce que le puritanisme, où commence le puritanisme et où finit le puritanisme? Des ouvrages récents, par exemple, ont contesté l'étiquette puritaine de 2 grands
classiques du puritanisme. D'une part, Richard Greenham, qui a toujours refusé de porter le surplis, qui est vu comme le fondateur exemplaire de la pastorale puritaine. Ses biographes de 99 le considèrent pas comme un puritain, puisqu'il n'est pas presbytérien radical. Puisqu'il n'est pas un opposant politique au régime, il n'est donc pas puritain. Autre exemple, William Perkins, décrit par Patterson comme mainstream English Protestant. Pour vous dire que la discussion continue. En guise de conclusion, les enjeux de la définition. Je reprends cette citation de Peter Lake que vous pourrez peut-être lire à votre guise si vous regardez le PowerPoint. Alors, j'ai fait un petit dessin pour figurer la complexité taxinomique du puritanisme. On propose cette représentation visuelle de l'identité puritaine qui tente de prendre en compte les différents critères mis en lumière par les historiens au fil de leurs travaux. Donc, c'est pour montrer. Donc, c'est pour. J'explique ce fait, puis on. Oui, ça serait super, mais non, on s'en passe. Donc, vous voyez que j'ai fait un sorte de graphique radar qui est constitué d'une combinaison de facteurs. Et pour chaque facteur, il faut, entre guillemets, mesurer l'intensité de l'adhésion à chaque facteur. Vous voyez? C'est vraiment tout à fait reprendre les définitions de Collinson, etc. Donc, le désir de réformer la liturgie, donc qui me semble fondamental. Sans ça, c'est difficile d'être un puritain. Le biblicisme, la recherche des signes de la grâce, le désir de sanctification personnelle, donc ça, plutôt des aspects théologiques, doctrinaux. Ensuite, la participation à la sociabilité puritaine, le désir d'une église visible, de saints visibles, donc exclusivité, discipline, excommunication des membres qui ne sont pas considérés comme des élus. Ensuite, le désir d'une cité sainte, donc là, le contrôle social. Donc voilà tous les paramètres du puritanisme auquel il faut ajouter ce qui constitue le puritanisme radical, le désir d'abolir l'épiscopat, donc l'argument 8. Et ensuite, à partir de là, on se sépare en deux, le 9 et le 9 bis, préférence pour un système presbytérien uni national, formé en synode, une église nationale mais presbytérienne, sans évêque, ou alors préférence pour des églises autonomes, des églises dressées, le congrégationnel. Donc, qu'est-ce qu'on dit avec ce schéma? On dit tout ce qu'on veut. Cette tentative de modélisation, j'espère qu'elle a une visée didactique qui peut aider les étudiants à comprendre de quoi on parle quand on parle du puritanisme. Mais en fait, ce que je veux faire avec ça, c'est de dire, en fait, c'est impossible à définir. Comment s'entendre? Qu'est-ce qui vaut 40%? Qu'est-ce qui vaut 60%? Qu'est-ce qui vaut 20%? C'est ce que je voulais. Voilà, j'ai proposé ces schémas dans l'article. On m'a demandé de mettre des noms. J'ai dit non, je ne mettrai pas de noms. Puisque, en fait, je veux montrer à quel point c'est difficile de définir le puritanisme, de se mettre d'accord sur ce qu'on veut dire. Bon, ben voilà, type 1, on peut dire, ça serait un puritain modéré. Un puritain modéré. On peut faire d'autres dessins. Type 2, un puritain presbytérien très, très virulent, extrême sur tous les facteurs. Type 3, un séparatiste. Alors, on peut en faire d'autres, des schémas. Celui-ci, par exemple, un protestant qui souhaite beaucoup de contrôle social dans sa cité, dans sa ville, dans son environnement, mais qui, pour le reste, vous voyez, ne désire pas la réforme de la liturgie, et pour le reste, il est protestant, mais un peu comme les autres. Donc là, ça serait peut-être pas un puritain. Ça illustre voilà, la difficulté à définir le puritanisme. Et puis, c'est vraiment vous montrer que décider qui est puritain, c'est subjectif. C'est une décision subjective de chaque historien. Ça serait intéressant de voir comment Peter Lake, Richard Greaves ou Patterson font le schéma pour Perkins. Et en fait, ça illustrerait pourquoi ils ne sont pas d'accord. Ils n'auraient pas les mêmes dessins pour la même personne. Donc, en fait, ça relève quand même de la subjectivité de l'historien. Et les schémas, on peut leur faire dire tout ce qu'on veut et n'importe quoi. Ah oui, mince, normalement, ça devait s'afficher tout seul. Mais vous avez compris. Donc, merci beaucoup. Pardon, j'ai un peu dépassé d'autres.